Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'est l'histoire d'un curieux communiqué du ministère de la Communication. Communiqué du ministère de la Communication. Ça ne sonne pas un peu comme dans ces époques en noir et blanc de ces régimes totalitaires qui aiment à se gargariser de ce genre de formulation? Vous ne trouvez pas? Communiqué du ministère de la Communication. En tout cas, un communiqué qui entrera certainement dans les annales de la presse algérienne, qui viendra s'ajouter à la longue liste de tout ce qui a été infligé à une presse dont le régime nous dit et nous redit qu'elle est la presse la plus libre du monde, d'Afrique et du monde arabe. Oui, ce communiqué ira lui aussi rejoindre les autres outrances commises contre la liberté de la presse, non pas seulement pour son contenu à ce communiqué, pour la malhonnêteté de ses propos, pour la violence de ses menaces contre des journalistes, mais pour d'autres considérations aussi autrement plus graves, une véritable tentative de mise au pas de la presse, comme l'a expressément souligné une déclaration d'un collectif de journalistes en soutien à leurs collègues du journal Liberté. C'est un communiqué qui est tombé à peine quelques heures après la publication d'une couverture du journal Liberté sur la soudaine aggravation de l'épidémie du Covid-19 et sur les conditions de la prise en charge sanitaire par les pouvoirs publics. Un communiqué très touffu, particulièrement violent, dont la terminologie emprunte au lyrisme quand il s'agit de faire des éloges au président Tebboune et au réquisitoire judiciaire quand il faut parler du journalisme et des journalistes. Le plus curieux est que le communiqué est introuvable, ni sur le site du dit ministère, le site dédié au ministère de la Communication, ni sur sa page Facebook, ni sur l'APS, ni nulle part ailleurs. Et dire que c'est le ministère de la Communication qui communique et qui émet un communiqué introuvable. Par contre, sur le site de l'APS et du dit ministère et sur sa page Facebook, nous trouvons un compte-rendu sur le communiqué qui relaie, entre guillemets, de larges extraits du dit communiqué. Sur presque 3 pages, des admonestations, des sommations, des stigmatisations, où les journalistes de Liberté sont passés à la moulinette, cloués au pilori. C'est à peine s'ils ne sont pas accusés de haute trahison. Le communiqué les qualifie d'alarmistes, de catastrophistes et de Cassandre, entre autres, et bien sûr pour sacrifier à l'incontournable tradition de la chitalose des envolées dithyrambiques sur le super président Tebboune et sur ses mérites héroïques dans la lutte contre le Covid. Pardonnez-moi, mais je vais devoir vous lire quelques extraits de ce communiqué tels qu'ils ont été publiés dans les sites officiels du régime. Écoutez. Je cite. « Le président de la République, premier engagé et en première ligne dans la lutte contre la propagation et la prégnance du coronavirus dans le pays à lui-même, et sur la base de rapports documentés et consolidés, critiquer sévèrement la gestion gouvernementale du risque épidémiologique dans le pays, etc., etc. » Fin de citation. Sur la couverture journalistique de la pandémie, il accuse la presse, qui fait son travail, de jouer au prophète de mauvais augure, en surdramatisant une situation épidémiologique déjà grave en soi, dans un pays en guerre contre un ennemi invisible, etc. Fin de citation. Et de flinguer la couverture de Liberté qu'il qualifie de, je cite, « démarche suivie
démarche choisie pour mieux adopter un ton alarmiste et catastrophiste, de nature à faire peur à l'opinion publique et à la démoraliser outre mesure. Pis encore, le journal tire lui-même un bilan d'échec total et sans appel, alors même que les spécialistes, qui sont les mieux placés car les plus crédibles, n'ont pas encore tiré le bilan définitif de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, etc. Fin de citation. Plus loin, je cite, « Mu apparemment par le souci de faire de l'audience à tout prix, l'éditorialiste du journal directeur de publication par intérim, utilise des vocables, des concepts et des mots propres à décrire un film d'épouvante, avec des mots tels que catastrophe, chaotique, hécatombe, utilisés pour mieux dénigrer à l'extrême limite de la diffamation la gestion gouvernementale de l'évolution du risque pandémique. Et le journal qui publie des chiffres de décès sans les attribuer à des sources sanitaires dignes de foi et crédibles, bafoue allègrement les règles de l'éthique professionnelle. Cette dernière oblige à publier des faits avérés, sourcés, donc fiables. Et sur la base de ces mêmes faits réels, expliquer, éclairer et par conséquent critiquer sans dénigrer et sans diffamer. A-t-on encore regretté? Fin de citation. Je ne vais pas vous infliger tout le verbiage mi-paternaliste, mi-fouettard, mi-donneur de leçons de ce communiqué, mais le comble est que ces gardes chiourmes de la presse invitent le journal Liberté, écoutez bien, je cite, c'est eux qui parlent, ils invitent le journal Liberté à respecter scrupuleusement ce qui représente l'essence même du métier de journaliste, à savoir que informer ne signifie pas déformer et critiquer ne veut pas dire diffamer, encore moins assombrir davantage une situation épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus une opinion publique déjà éreintée par des mois de restrictions et de privation, et de menacer, fin de citation, et de menacer, écoutez, à défaut, ajoute-t-on, le quotidien Liberté, qui semble prendre beaucoup de liberté avec la déontologie, tomberait alors sous le coup des dispositions prévues par la loi. Et après une longue énumération de coups préjudiciaires en tout genre, le communiqué conclut par ceci. Le Code pénal prévoit une peine délictuelle pour ces actes consistant à l'emprisonnement d'1 an à 3 ans et une amende de 100 000 dinars à 300 000 dinars. Fin de citation. Voilà ce que nous dit grosso modo ce communiqué, enfin les extraits de ce communiqué qui ont été relayés par un compte-rendu sur 3 pages entières. Un communiqué qu'on ne trouve nulle part, on ne sait pas pourquoi, il a été retiré, il n'a jamais été envoyé, il a été dicté par téléphone, on ne le sait pas. Binu, binu,
فوزي الابيات قرينا من اللي فات والضوء اللي طفى. عرفت معايا المليح والدوني، كاين اللي مات وكاين اللي في الحبس يعاني. عرفت معايا اللي فسد لك الطريق، فاينك يا شتا كي الصيف ما بقاش صديق. عرفتي معايا الرخيص والغالي اللي عطاه الفن وبقى في حياته يعاني. عرفتي معايا اللي حفر لك الطريق، فينك يا الحق الباطل ولا صديق. يا الزاير عارفة شحال لهواك، يا الزاير عارفة شحال لهواك. Algérie, opération mise au pas de la presse. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Yahya Bonouar, journaliste qui nous parlera depuis Marseille, Hassan Mouali, journaliste qui sera avec nous depuis Alger, Bassaïd Aïssa, journaliste, chroniqueur et poète qui nous parlera depuis Alger, et Mohamed Lamine Mrnine, directeur du site Tariq News, qui sera avec nous depuis Alger, et c'est avec lui que nous allons commencer. Mohamed Lamine Mrnine, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de me donner la parole pour parler par rapport à ce sujet. Et ce dérapage gravissime que connaît la presse en Algérie. Merci. Alors, juste après ce fameux communiqué très historique, j'allais dire, une déclaration appelant des journalistes à signer une pétition pour dénoncer ce genre de pratique, de tentative de mise au pas. C'est la formulation qui se trouve dans cette déclaration, donc a été rendue publique. Il semble que vous en soyez vous-même l'un des rédacteurs ou l'un des signataires. Ben oui, en fait, la rédaction, elle s'est faite d'une manière collective, c'est-à-dire tout le monde a glissé une idée, a participé c'est-à-dire à enrichir ce communiqué pour répondre au ministre de la Communication, justement, par rapport à ce qui s'est passé hier avec le journal Liberté, c'est-à-dire quand il a carrément, enfin moi, c'est-à-dire je considère que le ministre il a menacé le journal Liberté de ne pas, c'est-à-dire de ne pas autoriser, c'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire c'était un avertissement, c'était une menace pour ne pas laisser les journalistes faire de l'investigation par rapport à ce sujet du Covid-19, surtout par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire les vidéos, c'est-à-dire les trucs qui tournent au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'état catastrophique dans lequel se trouvent nos hôpitaux. Donc pour moi, c'est-à-dire c'était une sorte d'empêcher ou d'avertir des journalistes pour ne pas se déplacer, faire des enquêtes ou des articles d'investigation. Donc pour lui, il faut prendre uniquement tout ce qui sera publié ou tout ce qui sera annoncé par le comité scientifique de Forar, alors que tout le monde maintenant, c'est-à-dire se rend compte que ce n'est pas possible, ce n'est pas la vérité qu'elle est annoncée à travers ce comité scientifique. Donc nous, on a, c'est-à-dire bien sûr, c'est-à-dire c'est pour dire, c'est un communiqué pour répondre au ministre de la Communication pour lui dire que nous sommes des journalistes et nous devons assurer notre mission qui est informer et dire la vérité, c'est-à-dire Mohamed Lamine, tout le monde, c'est-à-dire... Mohamed Lamine, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Mohamed Lamine, moi ce qui m'a un peu surpris, très agréablement surpris par ailleurs, c'est que généralement la corporation, elle est tout le temps aux abonnés absents quand il est question de solidarité avec les confrères et pour dénoncer généralement ce dictat, cette façon de faire taire la presse, avec le fameux système, vous savez, la carotte de la publicité et le bâton de mille et un autres moyens de vexation. Mais cette fois-ci, il semble que les journalistes aient décidé de se mobiliser et on apprend qu'il n'y a pas moins de 80 journalistes qui ont déjà signé cette déclaration. Vous confirmez ?
Oui, en fait, 80 journalistes, c'est le début. C'est parce que ça fait pas longtemps qu'on a annoncé, c'est-à-dire qu'on a ouvert la collecte des signatures. Oui, on s'attend quand même à une solidarité cette fois-ci parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. C'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire depuis le début de cette crise du Covid-19, déjà la première fois, c'est-à-dire il y avait trois journalistes qui bossaient dans le journal Saout al-Akhir et qui ont été mis sous contrôle judiciaire justement par rapport à un article qui parlait de l'Institut Pasteur et enfin de la crise Covid-19. Hier, c'était Liberté. Donc tout le monde là comprend que personne n'est à l'abri. Et tout le monde peut être touché parce que là, c'est-à-dire on est rentré carrément dans les lignes éditoriales. Même pas les lignes éditoriales. Parce que quand on parle d'une ligne éditoriale opposante en Algérie, on arrive à comprendre, par exemple, bien sûr que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé à Maghreb Émergent et Radio M quand il a été censuré par rapport à un article de Qadir Essed qu'ils ont supposé qu'il était un peu audacieux par rapport au président de la République. Mais quand on parle du Covid-19, quand on parle d'un manque, c'est-à-dire chaque journaliste est censé, c'est-à-dire transmettre la vérité, transmettre la réalité. Par exemple, ce qui s'est passé, un journaliste qui habite à Sidérissa, il est obligé de raconter. Quelqu'un de Sidérissa, un journaliste de Sidérissa est obligé de transmettre la vérité c'est-à-dire des secteurs de santé qui sont, ou des hôpitaux de Sidéris à quelqu'un qui a un neb à Kif-Kif, à Oran Kif-Kif. Là, c'est-à-dire, on est en train c'est-à-dire, le ministère de la Communication, ou cette politique, ou cette nouvelle politique via la presse, elle est en train de stopper, de freiner tout le monde. Personne aujourd'hui, d'après le communiqué, c'est-à-dire on comprend que d'après le communiqué de Belhema hier, personne n'a le droit d'exercer le journalisme. Aujourd'hui, on n'a qu'à transmettre des chiffres annoncés par les institutions étatiques. C'est-à-dire nous devons maintenant assurer le rôle des chargés de communication. Voilà, relais, Voilà, un simple relais, voilà. un simple organe de relais d'une véritable occultation des faits. Alors, Mohamed Lamine, d'abord je vous informe que notre confrère Abdelhaye Abdessamih vient de passer au tribunal de Tébessa après avoir été resté plusieurs mois en prison. Sa peine première a été confirmée, il a été condamné à 3 ans de prison. Il lui reste 7 mois à tirer et il semble que sa famille... Ils ont obtenu les 3 ans. Voilà, sa famille ne souhaite pas que nous nous étendions beaucoup parce qu'il semble qu'il y ait un véritable chantage exercé contre elle, je n'en dis pas plus. Avant de passer à l'invité suivant, je repasse, parce que nous l'avons déjà passé hier, une vidéo de M. Tebboune, parce que la pression n'est pas mise seulement sur les journalistes pour les inviter à ne pas dire la vérité à l'opinion publique. Elle est mise aussi sur tous les gens, les vidéastes, qui depuis les hôpitaux filment la réalité de ce secteur sanitaire dont il nous dit qu'il est le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Écoutez bien ce que nous dit M. Tebboune. لما إنسان واش هي الفائدة نتاعك؟ أنت راك في مستشفى في مهمة نبيلة ربما درجتك تكاد تكون درجة الملائكة وتمشي دير فيديو مفبركة وتبعثها راني في المستشفى الفلاني ها واش راه صاير واش الفائدة نتاعك؟ يعني يا ناس ماش قاعد تجوا للمستشفى قعدوا تموتوا برا واش الفائدة؟ هذا مرض صدق فيهم قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض وما يبراوش ما يبغوا الخير لارواحهم لما انسان واش هي الفائده نتاعك انت راك في مستشفى. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Bassaïd Aïssa, journaliste, chroniqueur et poète. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, ainsi qu'à vos invités. Merci. Et merci de m'avoir invité. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, juste une question d'abord. Dans la déclaration de nos confrères journalistes, qui est une réaction à ce communiqué et à cette tentative de mise au pas, c'est une formule qu'ils utilisent dans le texte, ils disent...
Les pratiques répressives s'accentuent depuis plusieurs mois à l'encontre du quatrième pouvoir. Bon, ils ont mis quatrième pouvoir entre guillemets en Algérie. Est-ce à dire que c'est une reconnaissance implicite qu'il existe une séparation des pouvoirs et donc réellement 3 pouvoirs séparés qui sont le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et donc la presse qui serait comme on l'appelle comme ça, avec ce terme un peu galvaudé de quatrième pouvoir. Est-ce une reconnaissance implicite qu'il existe dans ce pays une séparation des pouvoirs? Saïd, moi je pense qu'il n'y a pas. Oui, moi je pense, merci pour votre question, moi je ne pense pas qu'il y ait réellement une séparation des pouvoirs. Je pense que le pouvoir actuel essaye tant bien que mal de museler tout ça. Il a déjà le pouvoir exécutif et judiciaire et tous les 3 pouvoirs, il les a entre les mains et il essaye aujourd'hui de s'accaparer de ce 4e pouvoir qui viendrait... vous savez, à l'époque, je vais vous raconter une petite anecdote pour étayer mes propos. À l'époque de Ben Bella, après la mort de Brahimi, le directeur de la radio et la télévision a outrepassé les directives du parti unique et de Ben Bella et a fait passer la cérémonie, les funérailles de Béchir Ebrahimi en direct. Il a été puni par la suite. Donc, moi je pense qu'il y a une similitude entre les époques. C'est bizarre parce que il y a une certaine époque pas très lointaine, nous sortions du parti unique et nous nous vantions des libertés que nous avions en Algérie et notamment la liberté de la presse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer une sonnette d'alarme. D'ailleurs, je tiens à ce propos me solidariser avec le journal Le Matin et être parmi les 20 signataires, et j'espère qu'il y en aura des centaines qui signeront ce communiqué en soutien du journal Liberté. Je pense qu'il est inacceptable et en tant que journaliste, nous devons justement continuer ce combat parce que justement l'État, s'il continue à parler de nous, plus on parle de la presse, plus le pouvoir se sent faible devant les plumes incessantes et acerbes de ce pouvoir qui dévoile et les contre-vérités du pouvoir, et les mensonges de ce pouvoir, et aussi sa mauvaise gestion du Covid, par exemple, ou de la situation économique et politique en Algérie. Mais cette réaction, d'ailleurs c'est une question que je peux poser à tous mes invités, cette réaction très salutaire, je considère, qui est un véritable signe de bonne santé de la corporation, quoi qu'on en pense, a surpris beaucoup de gens, parce que d'habitude les journalistes ne réagissent pas de cette façon, ou très peu. Mais là, il semble qu'il y ait quelque chose qui vient de se lever, des journalistes qui commencent à dire « basta, on a marre, nous ne nous laisserons pas faire ». Vous pensez que d'autres journalistes vont rejoindre cette très belle initiative? Moi, je veux vous répondre par ceci. Au début, par exemple, par un exemple tout bête, au tout début du Covid-19, j'avais écrit un très long article parlant de la situation du Covid-19 dans ma ville natale qui est Gardanha, et j'avais en quelque sorte un peu écorché certains opposants politiques à ce régime à l'étranger, et cela a été motivé par ma volonté uniquement de donner un peu de temps à ce régime pour qu'il puisse s'organiser. Mais apparemment, après 3-4 mois, je pense que ça s'empire. Il n'y a aucune stratégie réelle de ce pouvoir pour endiguer cette épidémie. Je pense que, pour revenir à votre question, je dirais que certains journalistes qui aujourd'hui sont de notre bord viennent, ont une conscience, mais se réveillent subitement. C'est très très bien, c'est salutaire, c'est très bien. Je pense qu'ils ont compris
ils ont compris que, et c'est le Covid, parce que s'il n'y avait pas cette maladie, ce fâcheux virus, je pense qu'ils ne se seraient pas réveillés. Ils se sont dit que demain, ça pourrait m'arriver. Et si le pouvoir aujourd'hui m'empêche de parler de la situation critique au pays et surtout de cette crise de Covid, demain je peux y passer et personne de notre bord, du bord démocratique, ne viendrait me tendre la main et je serai celui qui avait auparavant soutenu le pouvoir. Et on l'a vu dans un autre pays qui est tout proche, l'Égypte, où beaucoup de gens qui ont soutenu le pouvoir se sont retrouvés à la rue, démunis face à cette maladie et se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route. Et restez avec nous, Bassaïd, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Nous allons encore écouter M. Tebboune, écouter ce qu'il pense, lui, de la liberté d'expression. Puis j'aurai le plaisir de recevoir Hassan Mouali, qui ne pourra malheureusement pas rester longtemps avec nous. Alors, M. Tebboune, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Tebboune? الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. ولكن قلت نحارب بشراسة الكذب والتجريح والسب والشتم باش توصل نتايا باش دير حاجة فكاهية تخلق لي مشاكل دبلوماسية. رفعوا المستوى شوية، رفعوا المستوى. هذه غير مقبولة هذه. أما الآخرين اللي قالوا تقليص حرية التعبير، صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفارة يعطيهم عرض حال. استنطقني فلان واستنطق لي فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي. شاهد صحفي. من حقنا احنا ندافع على السياده نتاعنا، هذه مهمتي وسندوها لي جزائريين ومقتنع بها وقلتها. ما نتخلاش بالشبر على اعلان نوفمبر وعلى رساله شو. Oui, il traite le journaliste Khaled Dararni de Khabarji. Pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, en argot, c'est balance. Alors que Khaled Dararni n'a été emprisonné que parce qu'il filmait le Hirak, il filmait des manifestations, tout simplement rien d'autre. Ils l'ont accusé de choses et d'autres. Et le comble, c'est qu'en plus, c'est le président de la République, soi-disant la première institution du pays, censée respecter la loi et le droit, et qui traite de balance quelqu'un qui est présumé innocent, qui n'a pas encore été condamné. Vous imaginez. Hassan Mouali, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Jamal, bonsoir. Bonsoir Hassan. Alors, d'abord, cette réaction, avant de parler du communiqué, cette réaction des journalistes, moi ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas, je me disais, bon, ça va être comme la plupart du temps, comme tout le temps, comme d'habitude. Et puis là, il y a une véritable réaction de colère, d'indignation. Et de plus en plus de journalistes qui souhaitent monter au créneau pour dire basta. Hassan. Il faut se féliciter, hein. Il était temps que la corporation réagisse, même si elle est traversée par beaucoup de dissensions. Mais cette fois-ci, c'est vrai que la teneur du communiqué d'hier du ministre de la Communication ne pouvait pas passer inaperçue. C'était une attaque en règle à la liberté d'expression et à la liberté tout court. Donc moi personnellement, j'ai été choqué de lire ce communiqué, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que je n'ai pas trouvé de traces de ce communiqué dans toutes les sources possibles et imaginables, y compris sur le fil de l'agence APS. Il n'a pas été envoyé à Liberté. Moi-même, j'ai contacté des amis de Liberté pour leur dire pourquoi vous n'avez pas réagi au communiqué du ministère de la Communication. Et ils m'ont dit que nous n'avons rien reçu tout simplement. On ne peut pas réagir à quelque chose qui n'existe pas. Et ils ont tout Pourtant, l'APS, Hassan, l'APS reprend des extraits qu'elle met entre guillemets. Ça veut dire que ce communiqué existe. Or, il n'a été publié nulle part. Là, ça, c'est une question. Après, je vous en poserai une autre.
Oui, mais un communiqué, normalement, on le publie d'abord in extenso, après on peut en faire Absolument, ce qui n'a pas été le cas. Absolument. Il y a, et puis d'abord, il y a plusieurs remarques à faire sur ce communiqué. D'abord sur la forme, c'est un communiqué de 8000 signes, franchement, c'est vraiment un pamphlet. Je n'ai jamais vu un communiqué pareil de n'importe quelle institution. Et puis c'est écrit avec un style... Quand même, c'était un style journalistique, on reconnaît un peu, on devine la plume d'Amar Belhimar quand il utilise des mots comme ça qui ne sont pas, qui ne cadrent pas avec le langage institutionnel, policier, administratif. Quand il parle de Cassandre, quand il personnalise le conflit en citant presque nommément le directeur de Liberté, il dit même qu'il le directeur par intérim, alors que Hassan Wali est permanent et directeur de la publication de Liberté depuis au moins une petite semaine. Donc, on sent que c'est un papier, c'est pas un communiqué, c'est un papier qui a été écrit par le ministre lui-même. Il envoie à la PS, peut-être ils l'ont exploité sous forme de compte rendu, mais le communiqué doit atterrir dans les rédactions. Si c'est vraiment un communiqué. Ceci dans la forme. Dans la forme, toujours, Hassan, avant d'aller dans les questions de fond. Dans la forme, d'après la Constitution, c'est la langue arabe et la langue tamazight qui sont langues officielles. Or, ce communiqué a été rédigé en français, transmis à l'APS attendez, j'ai même l'heure, à 16h09. Et ce n'est qu'à 19h12 qu'il a été traduit en arabe. C'est quand même incroyable. Écoute, ceci c'est... C'est un peu ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent quand il s'agit de se défendre eux-mêmes, ils se donnent tous les droits, ils violent toutes les lois, mais quand le petit peuple, on le flingue à tout bout de champ. Donc oui, vous avez tout à fait raison de souligner que ce communiqué ou ce papier commenté a été envoyé exclusivement en langue française. C'est incroyable. Donc, et ça a été envoyé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Dans les pays qui se respectent, quand il y a une fausse information qui est publiée par un journal, une chaîne de télévision, et il y a la voix du communiqué. Tu envoies un communiqué que tu vas adresser d'abord à l'organe lui-même incriminé qui a publié une fausse information pour qu'il la rectifie et il la passe le lendemain dans le même espace éditorial. Oui. C'est comme ça que la loi, c'est ce qu'elle dit. Oui. Il y a un droit de réponse qui est consacré légalement dans la Constitution algérienne et dans le Code de l'information. C'est comme ça. Donc, là, il y a une entorse à la procédure et à la loi. Et alors, sur le fond de la question... La question, je pense que c'est politique. C'est politique. La teneur, ça fait peur. Quand on lit un communiqué pareil, moi, personnellement, ça me rappelle l'imprimature des années de Brest, des années 96-97, quand n'importe quelle information sécuritaire, quand un journaliste arrive à avoir une information sécuritaire sur un attentat, sur un truc, le journal est bloqué à l'imprimerie, ou alors l'espace où il y a l'article, on figure l'article, est imprimé en blanc. Il est supprimé tout simplement. C'est l'imprimature, c'est eux qui décident qu'est-ce qui est bon à être imprimé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est à peu près la même chose. C'est comme si Amar Belhimar dicte la liberté, enfin c'est pas comme si, il dicte la liberté, la conduite à tenir, la ligne éditoriale. Ça ne s'est jamais vu par ailleurs dans les pays aspirant à la démocratie, pas démocratique mais aspirant à la démocratie, en voie de démocratisation. On ne peut pas imposer une ligne éditoriale ou des choix éditoriaux à des journaux qui sont supposés privés, comme il le précise, par rapport à la liberté. Oui, mais le problème, Hassan, le problème, c'est qu'en cette période ultra sensible de Covid, non seulement tous les Algériens sont unanimes à dire que le régime ne leur dit pas la vérité, qu'il occulte, j'en veux pour preuve, on entend parler dans une seule ville, 10 morts, 15 morts en une seule journée, et puis eux, ils nous disent non, il y a eu 8 morts dans tout le pays. Donc déjà, les Algériens ont du mal à croire les chiffres que leur communique ce régime, mais en plus, y compris le président, j'ai du mal à dire le président de la République, président Tebboune,
lui-même quasiment fait un discours où il interdit aux vidéastes de faire des vidéos sur la situation. De la communication institutionnelle. C'est-à-dire que c'est réellement un blackout qu'ils veulent imposer, non seulement à la presse, mais y compris aux citoyens de ne pas relayer les situations catastrophiques qu'ils observent de leurs propres yeux. Absolument, c'est tout à fait anachronique. Il y a une seule vérité. Si le gouvernement ou le pouvoir veut jouer franc jeu, eh ben, qu'il laisse les journalistes faire le travail. Un journaliste qui ne fait pas son travail, qui viole les règles du métier, qui donne de fausses informations, il y a des règles légales, il y a des voies légales pour corriger ça. Ce n'est pas par des oukases, ce n'est pas par des communiqués comme ça, agir comme un Big Brother et dicter aux journaux et aux chaînes de télévision des chiffres qu'il faut donner et d'autres qu'il ne faut pas donner. Je suis désolé, il y a des réseaux sociaux. À ce moment-là, il faut fermer tous les réseaux sociaux alors, parce qu'il y a des médecins qui balancent des informations et des vidéos à l'intérieur même des hôpitaux, en disant qu'il y a des morts, il y a beaucoup de cas et tout. Donc, je ne pense pas que le Liberté ou un autre journal ait voulu tout simplement faire dans le sensationnel. Non, parce qu'il a des correspondants, il a fait des recoupements comme tous les journaux, comme tous les médias, il fait des recoupements, il a conclu que la situation est catastrophique. Je fais observer que le vocable catastrophique qui semble avoir catastrophé Amr Belhiman a été utilisé par tout le monde, y compris par les ministres, le ministre de la Santé, pratiquement tous les jours, il l'utilise. Donc ce n'est pas nouveau. Le ministre de la Santé a dit les capacités. Le ministre de la Santé a dit les nouveaux cas d'affection ont dépassé les capacités d'accueil de tous les hôpitaux d'Alger. C'est du catastrophisme, ça? Là, en l'occurrence, il contredit même le président Tebboune qui a dit que notre système de santé est meilleur que celui du monde arabe et de l'Afrique et tout. Donc, il s'avère que nos capacités sont en deçà de ce qu'on nous disait. Donc, le journal, je suis désolé de le dire, mais un journal, les médias, leur métier, c'est de rapporter les faits, l'information, rien que l'information et toute l'information, même si ça devait déplaire aux responsables. Je comprends la réaction un peu, la réaction de déput d'Amr Belhiman, ce communiqué entre guillemets, je pense qu'ils se sont fait taper sur les doigts en Conseil des ministres parce que on a lu quelque part que la réunion avec le président de la République, il a pointé l'insuffisance de la communication institutionnelle sur le Covid. Donc il y a eu des critiques du président de la République lui-même. Restez avec nous, Hassan. Je reviens à vous avant de vous libérer parce que je sais que vous devez nous quitter. Yahya Bonouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, Yahya, comme ça, à chaud, réaction à ce drôle, ce curieux, ce très étrange communiqué qu'on ne retrouve nulle part. Ça révèle le désarroi, la panique face à l'échec total de la stratégie du régime devant la crise du Covid-19. Les hôpitaux sont débordés. Le ministre de la Santé a déclaré aujourd'hui que le système de santé algérien, retenez bien, n'est pas totalement défaillant. Donc il reconnaît qu'il est au moins en partie défaillant. Il ajoute qu'on ne peut pas comparer avec d'autres pays, puisque sinon il faudrait comparer les économies, les hôtels, etc. Et donc il contredit directement la comparaison qu'a fait Tebboune lui-même. Au-delà du système de santé, il y a des défaillances au niveau des coupures d'eau, au niveau de l'approvisionnement. On voit des attroupements pour un sachet de lait, on voit des attroupements pour retirer de l'argent, les pensions des retraités auprès des niveaux de poste. On est vraiment dans une situation, on est revenu 30 ans ou 40 ans en arrière, et cela c'est l'échec, l'incompétence, la médiocrité de ceux qui dirigent le pays, et ceux qui dirigent le pays, ce sont les militaires, les généraux. Quand vous voyez que c'est le Conseil de sécurité, c'est-à-dire des généraux de Mukhabarat qui se réunissent pour décider des démarches, alors que dans tous les pays, on écoute les scientifiques. Et même en écoutant les scientifiques, les pays les plus développés ont eu beaucoup de problèmes. Nous, ce sont des généraux, des sécuritaires qui décident de ce qu'il faut faire. Ils n'ont jamais confiné, ils ont mis un couvre-feu, il n'y a jamais eu de confinement.
Et maintenant, ben, la situation, elle est effectivement catastrophique, elle est à la honte. Et ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire quand il y a de la fièvre, ils cassent le thermomètre. Et ils veulent fermer les bouches, que les Algériens ne sachent pas ce qui se passe, mais les Algériens savent très bien ce qui se passe. Il y a des vidéos partout. Contrairement, vous avez passé un extrait de Tebboune tout à l'heure où il dit les vidéastes, les harfou. Non, mais ils harfouchent puisqu'ils déroulent live. Ils allument le. Moufabraka, Gal, Moufabraka, alors que c'est du live. C'est du direct. Voilà, un citoyen est face à une situation, il allume son téléphone et il démarre sa caméra, c'est du live. Il n'y a ni montage, ni Moufabraka, ni rien du tout. Et ça, ils ne pourront jamais l'arrêter. Ils peuvent fermer la bouche à quelques journalistes en les menaçant, mais ils ne pourront jamais empêcher les Algériens, à moins qu'ils interdisent les téléphones portables dans toute l'Algérie, ce qui est impossible. Et donc les Algériens savent. De plus, les Algériens, l'immense majorité des Algériens, ne croient pas ce que dit le régime. C'est le grand problème de ces régimes-là. Quand des citoyens ont confiance dans la parole des institutions, ils l'écoutent, ils suivent les instructions. Quand ils n'ont pas confiance dans ce que leur disent les institutions, eh bien, ils vont chercher l'information ailleurs et surtout, ils ne font pas ce qu'on leur dit parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais justement, Yahya, d'un côté, ils vous disent les gens ne respectent pas les mesures sanitaires, il y a un incivisme sanitaire qui fait que la propagation est beaucoup plus grave. Et de l'autre côté, ils ne disent pas la vérité aux gens, donc ils leur disent non, tout va bien, la situation est sous contrôle, nous avons les moyens, nous ne manquons ni de lits, ni de respirateurs, et donc finalement ce sont eux qui sont en train d'inciter les gens à ne pas prendre au sérieux ce qui se passe. Depuis le début, carrément, parce que depuis le début, tous les pays de la planète, à l'exception de quelques-uns, sont montés au front pour combattre la pandémie, alors que les généraux sont montés au front pour combattre le Hirak. Pendant des mois, leur priorité, c'était le Hirak et non pas la pandémie. Aujourd'hui, le pays en paye le prix. On paye le prix d'une gestion sécuritaire et non pas d'une gestion sanitaire. Ce n'est pas normal que 5 mois après, l'Italie aujourd'hui est un pays ouvert, l'Espagne est un pays ouvert, et regardez où est l'Algérie. Ce n'est pas normal. Avant-hier, le docteur Bekat, qui est membre de la commission scientifique, qui est censé conseiller... Et président du Conseil de l'Ordre des médecins. Des médecins, s'est demandé officiellement, publiquement, où est passé le matériel de protection des soignants. Parce que chez nous, les soignants payent un prix très lourd. Ils ne sont pas protégés. C'est comme si vous envoyiez des soldats au front sans armes et sans munitions. On envoie nos soignants sans armes et sans munitions contre le Covid. Où est passé le matériel importé de Chine? On se demande, on sait très bien où il est. Mais c'est un des membres de la commission qui demande où est passé ce matériel. Où sont passés les lits? Aujourd'hui, le ministre a reconnu qu'il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux. Où est passé l'oxygène? Ils ont reconnu qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Le ministre lui-même l'a reconnu. Donc c'est une catastrophe. Gestion. Mais à quoi c'est dû? C'est dû à la panique, au point où un de nos confrères, Hamid Romarassa, sur un post un peu comique, un clin d'œil sur sa page Facebook, il a dit finalement on était mieux du temps de Bouteflika. Vous imaginez un peu? C'est dû à quoi? À la panique, à l'incompétence, au manque de coordination, à la guerre des clans, au manque de moyens. À quoi c'est dû toute cette impéritie, toute cette débandade, j'allais dire? C'est dû parce que des généraux sécuritaires, ils savent gérer la sécurité. Ils sont bons dans la surveillance, écouter, espionner, mais ils ne savent pas gérer un pays. C'est ça, c'est la gabegie depuis 58 ans. 58 ans après l'indépendance, on a vu des photos ou des images avec des malades dans une cour à l'hôpital de Constantine. Et puis d'autres choses. On ne peut pas confier la gestion d'un pays à des militaires, ce n'est pas leur travail. Ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas construire une nation, ils ne savent pas construire des institutions, encore moins construire la démocratie, encore moins la liberté d'expression, on en parlait tout à l'heure, encore moins un monde médiatique, un monde politique, un monde syndical. Ce n'est pas leur travail. Tant que ce pays sera dirigé par des militaires plutôt que par des civils qui ont une vision, qui ont des convictions
différentes, qui s'opposent, mais des visions politiques, on n'avancera pas. Et qui soient légitimes. Et qui soient légitimes. Voilà, désignés, élus par le peuple, une fois un tel courant, une fois un tel autre. C'est comme ça qu'on avance, avec chacun se faisant la concurrence, chaque camp fait du mieux qu'il peut en espérant se faire réélire, et puis l'autre essaye d'avoir des propositions mieux que le camp d'en face. C'est comme ça qu'on avance, avec des présidents qui se relaient au bout de 4-8 ans maximum. Ils sont épuisés, ils ont tellement servi leur pays qu'ils sont épuisés, ils s'en vont et d'autres viennent. C'est comme ça qu'on construit les nations. On le sait, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Tant que les généraux resteront à la tête du pays, est-ce que nous avons perdu Yahya? Nous avons perdu Yahya, nous allons essayer de le retrouver. Si ce n'est par Skype, ce sera par téléphone. Et je reviens à Hassan Mouali qui nous a demandé de le libérer un peu tôt, parce qu'il a affaire. Hassan, vous êtes avec nous, Hassan? Hassan? Oui, Gamal. Alors, Oui, Gamal. expliquez-moi un peu ce mystère Belhamer, qui était, quand il n'était pas ministre, journaliste, qui était un peu, j'allais dire, un peu au front de la revendication pour une vraie liberté de la presse, et qui maintenant est d'un zèle absolument incroyable dans cette chose atroce que les Algériens appellent aujourd'hui la chitalose. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce monsieur? Écoute, il n'y a pas pire que les tirs amis, entre guillemets. Rappelle-toi Hamid Gueye, c'était le ministre qui a fait le plus de mal à la corporation des journalistes, à ses anciens collègues. Donc, à trop vouloir plaire aux responsables, donc pour lui, il retourne son fusil contre sa corporation pour dire je suis quelqu'un d'honnête et tout. Donc, ça ne m'étonne pas de la part de l'actuel ministre de la Communication, mais il y a quelque chose d'indigne dans cette posture qui consiste à vouloir régenter le monde des médias en Algérie. Il faut juste souligner quand même qu'il n'y a pas des espaces d'expression dont les médias algériens se rétrécissent comme une peau de chagrin. Il ne reste plus rien. Il reste Mararibia, Belle Télévision et Radio 1, c'est tout ce qu'il y a. Quelques journaux, Lointaine Liberté, un petit peu le Khabar, c'est tout. Et il n'y a rien du tout. Donc la situation aujourd'hui est pire que celle de l'époque du terrorisme, même du terrorisme. Moi j'ai vécu cette période, tu te souviens Jamal, c'était terrible, il y avait l'imprimature et tout, mais on écrivait à peu près librement. Oui. Mais aujourd'hui, qu'on nous promette une nouvelle Algérie, une liberté sans limite, comme l'a dit Tebboune au soir de son élection le 12 décembre dernier, et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit un ministre de la Communication qui somme un journal d'arrêter de publier ces informations, de faire ses enquêtes, faute de quoi il risque de la fermeture, ces journalistes risquent la prison. Oui, non, comme dirait l'autre. Mais à quoi c'est dû, Hassan? Est-ce que c'est dû seulement, Hassan, est-ce que c'est dû seulement à cette mise au pas, à ce chantage à la publicité, à ce bâton de la répression du régime, ou est-ce que les journalistes aussi, la corporation aussi, a sa propre responsabilité depuis qu'elle a été infestée par tous ces maquignons qui n'ont rien à voir avec la presse, par ces journalistes qui sont un peu, qui n'ont du journaliste que le nom, que le titre. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point? Écoute, évidemment, sans faire dans l'autoflagellation, la corporation aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on a connue dans les années précédentes. Le Manhabba Ouadebba, il devient journaliste maintenant. Le Bouteflika et sa clique ont dilué complètement le paysage médiatique au point de le transformer en marécage. C'est vraiment Tayabat al-Hammam, malheureusement, on est arrivé à là. Quand on suit les programmes de ce qu'on appelle les chaînes privées indépendantes de leur volonté, on se rend compte du désastre qui a été commis dans ce domaine. Il n'y a aucune chaîne de télévision autonome qui peut faire
D'ailleurs, même le Hirak, aucune chaîne ne couvrait le Hirak. Donc, dans les médias, il y a des journalistes libres, mais pas de médias libres. D'accord? Il y a des journalistes, comme on dit chez nous, des journalistes comme ça qui sont honnêtes, qui continuent de se battre. Et comment faire, Hassan, pour essayer de rallier tous les habibat, les vrais journalistes, ceux qui veulent faire leur métier, ceux qui ont le sens de l'honneur, ceux qui ont le sens du journalisme, qui sont fiers de leur métier. Comment faire pour tous les réunir au milieu d'une même synergie pour pouvoir résister, pour pouvoir revendiquer leur droit à une information libre, à une véritable liberté de la presse? Il y a Jamal, mon frère, moi personnellement je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que je vis ici, je vois un peu les collègues et les confrères. Moi je suis de ceux qui pensent que le secteur des médias est conditionné par la situation politique du pays. Il y a ce nouveau pouvoir, ces promoteurs de la nouvelle Algérie, ils ont un projet politique. Donc ils ont installé le président, maintenant ils veulent se donner une constitution sur mesure. Il faut rappeler quand même le mois de mai dernier, il y a une batterie d'amendements qui ont été introduits dans le code pénal. C'est pour ça que M. Brahimov s'est permis de penser liberté. Il s'est appuyé sur les articles, des dispositions du code pénal. Voyez, donc les journalistes qui sont régis par le code pénal. C'est-à-dire, ils ont porté atteinte à la liberté d'expression via le code pénal. Et il a même menacé de prison, jusqu'à 3 ans de prison. Absolument. Donc, moi, ma conviction, c'est que l'affaire, elle est politique avant qu'elle soit médiatique. Les journalistes, malheureusement, tu dois savoir, Jamal, 70% des journalistes actuellement ne touchent pas à leur salaire, n'ont pas la garantie d'avoir leur salaire à la fin du mois. Y compris dans les chaînes de télévision où on donne des salaires bas d'euros pour des journalistes, présentateurs et tout ça. Les responsables de certaines chaînes de télévision qui se présentent comme étant les parangons de la liberté d'expression, ils donnent des salaires de misère, des indemnités à leurs journalistes. Je ne connaissais pas la peine de citer les chaînes, mais ce sont ceux qui font dans l'agitation, soi-disant, je soutiens le président, ceci, cela, mais ils flinguent leur métier. Mais je pose la question, ont-ils jamais été journalistes, ces gens-là? On a dilué la corporation, il y a beaucoup de milliers d'intrus dans la corporation. Du coup, ceux qui portent le projet démocratique, les journalistes qui se battent pour leur métier, pas contre les politiques, mais pour l'exercice libre de leur métier, tout simplement. Ils sont malheureusement minoritaires parce que tous les autres, surtout la nouvelle génération, c'est des journalistes qui ont peur, qui n'ont pas encore ils n'ont pas beaucoup d'années derrière eux, ils n'ont pas assuré encore socialement parlant, ils n'arrivent même pas à assurer leur salaire. On ne va pas parler de bon salaire, mais un salaire, une indemnité chaque mois. Donc dans ces conditions, dans ce marécage, forcément les crocodiles vont faire des ravages. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ils vont se dire, les quelques brebis galeuses et tout ça, on va essayer de les gêner, on va arrêter de bloquer par exemple l'accès au site web de Maghreb Info, Radio 1 par exemple, TSA et tous les sites bloqués. Voilà, et dire aux Algériens, voilà, la vérité, c'est ce que diffusent les chaînes de télévision nationales et ces clones privés. C'est tout, c'est ça l'information. Mais il y a une chose, c'est que nous sommes à l'heure du journalisme citoyen. N'importe qui peut devenir journaliste maintenant. Il suffit d'avoir son smartphone, tu peux filmer in situ et transmettre en direct, en live, une information, sans commentaire, sans que tu sois journaliste. Donc, ce sont autant de sources pour le peuple en général. Même si tu essaies de bloquer les médias traditionnels, les médias classiques, qui sont régis par la loi, que tu peux contrôler à travers la loi, et non pas arbitrairement. Et là, il a le boomerang, ce sont ces citoyens qui balancent, ces citoyens militants, c'est des activistes algériens, c'est un médecin dans un hôpital qui en a marre, qui fait une garde de 24 heures, et des collègues de lui qui chopent le Covid-19, il balance une vidéo, il se plaint et tout. Voilà, c'est le boomerang. Donc tu ne peux pas contrôler tout ça, ce n'est pas possible. Merci. Donc, le pouvoir, le gouvernement aurait été mieux inspiré de faire preuve d'intelligence et de bon sens en travaillant avec les médias, en bonne intelligence.
les médias, ils sont là pour informer, pas pour faire du sensationnel. La crise du coronavirus, elle nous touche tous. Nous ne sommes pas contre notre pays. Nous ne sommes pas masochistes pour surdramatiser, comme le dit Amr Belhimer, la situation. Si la situation est bonne, on aurait dit que la situation est bonne. Elle s'améliore, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on pensait que le pire était passé et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas sorti encore de l'auberge. Et du coup, on se pose des questions, comme le font tous les journalistes du monde. Où se situe le problème? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est le président a dit devant tous les Algériens que nous n'avons pas utilisé toutes les capacités d'accueil disponibles dans nos hôpitaux? À peine 30% ont été, à peine 70% ont été utilisés, que 30% ne l'ont pas encore été, donc on a été rassurés. Et hier ou avant-hier, on entend le ministre dire que nous n'avons plus de place, nous avons un déficit incroyable de lits, à moins que le président de Bonn pense que les lits, ce sont des lits normaux, des lits dans un hôpital, un malade, il a son lit. Mais c'est pas celui, on parle de lits. Merci Hassan. Respirateurs artificiels, c'est de la réanimation. La réanimation, nous n'avons pas de 5700 comme l'a dit le président de Bonn. Nous n'avons pas celui là-bas. Merci Hassan Mouali, au plaisir de vous retrouver. Alors je vais aller tout de suite vers Mohamed Lamine Mernine qui a un problème, dit-on, de batterie. Son téléphone risque d'être déchargé. Mohamed Lamine Mernine, sur cette question de journaliste citoyen dont nous parle Hassan Mouali, c'est vrai que dans une large mesure, ces journalistes citoyens compensent de façon admirable cette connivence de la plupart de nos confrères, de la plupart des titres, de la quasi-majorité de ces chaînes de télé de maquignon. Finalement, le journaliste citoyen a du bon, Mohamed Lamine. Oui, bien sûr, justement. En fait, les journalistes citoyens, c'est par rapport un petit peu à la fermeture, que connaît la presse en Algérie, que connaît les chaînes algériennes. Par exemple, c'est-à-dire non seulement de transmettre la vérité, la réalité vécue à travers les hôpitaux ou même à travers nos villes, c'est-à-dire le manque, l'absence de moyens, c'est-à-dire que personne ne peut maintenant, c'est-à-dire n'importe quel journaliste, parce que moi, je ne vais pas diaboliser les journalistes qui travaillent dans les chaînes, parce que le problème en ce moment, c'est le phénomène du Khubza. Moi, je dirais le phénomène du Khubza. Personne ne peut agir. Il n'y a pas que les journalistes qui ne peuvent pas agir. Personne ne peut agir. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de rencontrer des problèmes par rapport à la restriction, entre autres les journalistes. C'est-à-dire que ça, il a créé ou il a engendré ce phénomène de journalisme citoyen. Aujourd'hui, un médecin peut être journaliste. Il a son téléphone, il a son smartphone, il prend une vidéo, il la balance sur les réseaux sociaux et c'est les réseaux sociaux ensuite qui vont s'en charger de véhiculer et de marchandiser, c'est-à-dire l'information au maximum possible pour atteindre le monde et non pas uniquement l'Algérie. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Et moi, je saisis aujourd'hui l'occasion du moment, c'est-à-dire que j'arrive à intervenir, comme je viens de dire que tous les canaux en Algérie sont fermés pour tout ce qui a envie de dire un message ou de lancer un message qui s'oppose avec l'imagination de ce régime, c'est-à-dire l'imagination de ce régime. Moi, je dirais pas les solutions du régime, parce que je considère que les solutions, elles ont échoué, par exemple, concernant l'histoire du Covid-19. La stratégie, c'est-à-dire tout le monde maintenant peut voir que on était à 100 cas au début de la crise. Après 5 mois de fermeture, après 5 mois de couvre-feu, on se retrouve avec 500 cas. Donc, n'importe quelle personne logique arrive à comprendre que la stratégie, elle a échoué. Moi, je dirais qu'il faudrait il faut considérer que le journaliste n'est pas ennemi. Le journaliste, il est là pour aider le régime je sais pas, c'est-à-dire à mettre la vérité en face au régime. Par exemple, maintenant, si Tebboune n'est pas bien informé, c'est-à-dire c'est à travers qui qu'il doit avoir la vérité? C'est à travers les journalistes, donc il faut laisser les journalistes travailler, nous ne sommes pas des ennemis. Oui, mais Mohamed Lamine, quand vous avez affaire à un président qui a été élu de façon frauduleuse,
qui vient vous dire nous avons le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb, quand il vous dit la situation est sous contrôle, quand tout son dispositif est bâti sur du mensonge, vous ne pouvez pas être son allié, puisque votre vocation consiste à dire la vérité aux gens. La vérité ne les intéresse pas. Ben justement, il faut se battre. Il faut se battre. C'est vrai, c'est-à-dire il faut se battre. Il ne faut pas se taire. Par exemple, l'Ahmad Brahim hier, il a fait un communiqué pour faire taire un média. Aujourd'hui, nous, on fait un communiqué pour dire on ne va pas se taire. On va continuer à faire notre travail, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quel que soit le risque. Nous, on va continuer à faire notre travail. On va dire la vérité. Oui, mais quand Hassan Mouali vous dit 70% de la corporation, en fait, sont de faux journalistes. 70% des médias, particulièrement ces télévisions, une quarantaine ou une cinquantaine qui sont sortis comme des champignons, appartiennent à des maquignons qui font des affaires. Comment voulez-vous que la corporation, que les vrais journalistes, qui sont une petite minorité dans cette masse de faux journalistes, comment voulez-vous qu'elles puissent s'imposer et ne voyez aucune suffisance dans mes propos. Je suis en train d'essayer d'être très objectif. Moi aussi, c'est-à-dire je préfère être objectif et dire qu'il vaut mieux travailler avec une minorité pour améliorer le secteur, au lieu de voir une majorité, c'est-à-dire qui n'agit pas. Moi, je préfère travailler avec la minorité en attendant que la majorité s'aligne à notre vision, qui est on ne peut pas avoir une véritable société homogène, sans qu'il y ait une presse indépendante. Aujourd'hui, nous luttons pour une presse indépendante. Malgré les difficultés, nous ne devons pas abandonner. Il faut aller jusqu'au bout, et bien sûr d'une manière pacifiste, mais il faudrait maintenant... et rappelez-nous combien il y a de signataires, pardon de vous interrompre, Mohamed Lamine, combien Avant le début de cette émission, parce que là je suis tout le temps branché avec vous, il y avait 80 signataires. Ah, très bien. Voilà. Et vous espérez beaucoup plus, j'espère. Vous espérez. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Lamine Mghenine. Au plaisir de vous retrouver. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler. Alors, je reviens à Bassaïd Aïssa. Bassaïd Aïssa. La presse algérienne est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Pendant les années Bouteflika et cette masse d'argent, cette manne qui tombait dans le giron du régime, 1000 milliards de dollars qui ont été distribués un peu à tout le monde, à beaucoup de gens qui ont créé de faux journalistes, de fausses télévisions. Comment faire d'après vous pour essayer maintenant que les choses semblent revenir à la normale, que le régime ne dispose plus d'autant d'argent pour corrompre les gens et pratiquer cette corruption de masse? Comment, d'après vous, pourrions-nous faire pour essayer de revenir un peu, petit à petit, à une presse à peu près normale? J'ai pas totalement bien entendu votre question. J'ai à peu près entendu la fin. Vous me demandiez si, à l'époque de Bouteflika, il y avait une affaire, justement. C'est cette manne dont ont profité certains organes de presse, et on a vu fleurir ici et là des télévisions privées qui étaient dévouées plutôt à astiquer les pompes des dirigeants, et petit à petit, et aussi, bien entendu, ça a aidé aussi à la corruption, mais petit à petit, donc ça a aussi donné des rêves à certains jeunes d'intégrer ces chaînes radio. Et ce que disait Hassan Mouali est tout à fait vrai. Actuellement, un jeune qui sort de l'ITFC ou d'un institut de presse et qui aspire à devenir journaliste, il ne cherche pas à être opposant, parce que pour moi, il y a un message à travers la presse. Si je suis journaliste et si je n'ai pas des convictions, pourquoi m'auto-donner ce titre de journaliste? Ça sert à rien. Donc, pour revenir à votre question, comment pouvons-nous assainir
ce milieu-là. Il est très difficile d'assainir ce milieu-là quand vous avez successivement ou à des années d'intervalle deux ministres qui sont tout de même des intellectuels et de très très belles plumes qui viennent se vautrer face au pouvoir et lui servir de je ne sais quoi. Donc j'avais il y a quelques années écrit une chronique et je pense que si j'enlevais juste le nom de Hamid Green et je mettais celui de Semel, je pense que celui qui lirait 5 ans après cette chronique ne se rendrait même pas compte que je parlais de Hamid Green. J'avais parlé dans mon titre l'humiliation consentie de Hamid Green. Mais l'humiliation, j'aurais dû dire parce que il a été humilié la première fois en acceptant lui-même, il s'est humilié en acceptant de faire partie de ce gouvernement, et il s'est humilié quand il a fait son voyage en France, et il n'avait pas, parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur d'un portefeuille ministériel, et quand on les appelle à devenir ministre, ils en perdent complètement la tête. Donc, assainir ce milieu, ça va être très très difficile, d'autant plus que les journaux libres et les organes, les télévisions ou les radios libres en Algérie se comptent sur le doigt d'une seule main, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a parmi ces journaux qui sont contre le pouvoir, des journaux qui sont dans l'exclusion, qui s'invitent entre copains. On a l'impression, en les écoutant, que il faut d'abord aussi faire son autocritique, dire ce qui ne va pas chez soi, même si le pouvoir, ça me rappelle à la suite de la mort de Kamel Din Frare, le premier vendredi suite à la mort de Kamel Din Frare, j'avais appelé à un rassemblement de tous les gens qui aiment Kamel Din Frare et surtout aussi des Mozabites qui sont venus en nombre. Et j'avais prévenu, quelqu'un me tendait un micro et face caméra, j'avais prévu justement ce qui allait se produire aujourd'hui. Je leur ai dit, l'époque de Bouteflika, c'est rien. Ce que vous allez endurer dans le futur, si vous quittez la rue ou si vous venez à vous taire et ne pas dire vos vérités, je pense qu'on aura des difficultés, on aura peur de sortir le matin et le soir, et j'avais pensé dans ma tête à celui qui avait auparavant gouverné l'Égypte un temps qui s'appelle le Hakim bi Amrillah, qui interdisait aux gens de sortir le matin et de sortir que le soir. Nous y sommes. Bâillonner la presse, tout le peuple algérien est bâillonné. Nous sommes en train de vivre dans un pays qui se rapprocherait de la Corée du Sud. Moi qui ai vécu un peu dans le pays de l'Est, je vous assure que dans le pays de l'Est, à l'époque du communisme, il y avait un peu plus de liberté. Il n'y avait pas ces communiqués-là. Et même s'il en avait, ils étaient en concordance avec la politique menée et acceptée par... La politique de l'époque. En tout cas, Saïd Issa, merci infiniment. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous recevoir. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Au plaisir de vous revoir. Yahya Bounoir restera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais avant, nous allons regarder encore une déclaration de M. Tebboune qui nous donne sa vision de ce qu'est la liberté d'expression. Tfadal si Tebboune. باعتراف منكم أن كثير من الصحفيين أول مرة يحطوا رجليهم في الرئاسة. فعلا. أول مرة لقنوات خاصة تدخل للرئاسة. حوار مستمر مع محاولة الإقناع مش القمع. فيه أمور أنتم ما تقبلوهاش وأنا ما نقبلهاش والصحفيين ما يقبلوهاش. 8000 ولا 9000 صحفي كلهم راهم يحتجوا على المستوى. كلهم يحتجوا على الخلط بين الحرية والفوضى. فيه صحفيين ربما عدم تكوين، عدم تجربة، يغلطوا غلطات وراهم يصلحوها وحدهم. فيه ناس اللي معولين على البلا جايبين صوت من جهة أخرى، هذوك ما نقبلوش. ناض الضجة قال مساس بحرية التعبير مساس بكذا وهذا. في 8000 صحفي فيه 3 ولا 4 وما ينتموش للصحافة الوطنية، صحف أجنبية هم ولا أجنبيين. قلنا الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا
أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. قرار ندعم حرية التعبير, c'est incroyable, on croirait rêver. Vous vous montrer une image, avant de revenir à Yahya, une image un peu difficile, mais c'est incroyable si vous vous montrez l'état de déliquescence de la situation. C'est un bébé décédé dans un hôpital. Ils l'ont mis dans un frigidaire où ils mettent le mec là, les médecins. C'est incroyable, mais vous allez regarder ces images. Et je suis désolé de devoir vous les infliger, mais c'est pour faire toucher du doigt la véritable situation à tout le monde. Regardez. شوفوا خالتي شوفوا حاطين الماكله تاعنا في الفريجيدار تاع مستشفى بارني سيرفيس جينيكو كوفيد. شوفوا حطوا لنا هنا بيبي ميت. شوفوا خالتي شوفوا حاطين ماكلتنا. شوفوا حنا عباد ولا واش نتسماو. شوفوا خالتي شوفوا حاطين الماكله تاعنا في الفريجيدار تاع مستشفى بارني سيرفيس جينيكو كوفيد. شوفوا حطوا لنا هنا بيبي ميت. شوفوا خالتي شوفوا حاطين ماكلتنا. شوفوا حنا عباد ولا واش نتسماو. Yahya Bonouar, donc la situation semble se compliquer de plus en plus, un régime qui semble être vraiment en panique, en détresse, qui ne sait plus où donner de la tête, un ministre de la Santé qui vient déclarer ouvertement que les cas d'affection de Covid ont fait que toutes les capacités d'accueil de tous les hôpitaux d'Alger sont largement dépassées, au point où il a fallu réquisitionner des lits d'hôpital, mais aussi mettre les malades un peu partout, dormir par terre, dans la cour, dans des magasins, leur demander de rester chez eux pour se soigner à domicile, alors que le régime n'a pas les moyens de soigner les gens chez eux. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord revenir un petit peu sur ce qu'ont dit les autres journalistes avant. Je leur rappelle que le journalisme, c'est une mission, hein, c'est une passion aussi, celle de dire la vérité aux citoyens. C'est très bien d'aller dire il y a 20 morts plutôt que 10 parce que le ministre a menti. Mais la première mission, c'est de dire aux gens qui les gouverne. Dire aux Algériens qui les gouverne. Ce n'est pas la marionnette Tebboune qui les gouverne, c'est un pouvoir illégitime, caché, constitué d'une bande de généraux. Ça, c'est la première mission d'un journaliste. Et il faut aller enquêter et expliquer. Ce n'est pas le gouvernement ni les ministres. Ce sont les généraux qui donnent les ordres. Un des collègues tout à l'heure parlait des médias qui ne font pas leur 30 ou 40 télés, qui ne font pas leur boulot. Oui. Qui les empêche de faire leur boulot? Qui les met à la botte? Ce sont les généraux. Il faut le dire aux Algériens. C'est la première des vérités. Quand on veut être journaliste et qu'on dit la vérité aux Algériens, il faut commencer par le haut. Le minimum, c'est de leur dire qui les dirige et qui les gouverne. Et ce n'est pas la façade et les marionnettes qu'ils leur montrent tous les jours à la télévision, mais des gens cachés derrière la façade. Ça, c'est la première mission d'un journaliste. Ensuite, bien évidemment, il faut aller dans les détails et raconter ce qui se passe. Mais avant de raconter ce qui se passe, on dit aux gens quel est le... Vous pensez, Yahya, que les journalistes qui sont en Algérie, dont les organes sont en Algérie, peuvent se permettre un tel luxe de dire les choses comme elles sont aux Algériens? Par exemple, ce n'est pas Tebboune qui dirige, c'est les généraux. Ah non, Tebboune n'a pas été élu, il a été installé par la fraude. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ce genre de révélation aux Algériens alors qu'ils sont en Algérie? Je vous laisse le loisir de leur poser la question la prochaine fois. Chacun prend sa responsabilité et chacun fait ce qu'il a à faire. Et beaucoup de journalistes payent le prix, qui en exil et qui ailleurs, pour avoir voulu dire la vérité. Et je laisse chacun avec sa conscience. Maintenant, pour revenir à la situation est en train de se détériorer. Évidemment, le système de santé est débordé. Un médecin de l'hôpital de Constantine hier a écrit sur son compte Facebook: nos hôpitaux sont débordés, ne comptez pas sur nous pour vous aider.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un médecin avec son nom, hein, de l'hôpital de Constantine. Et je vous dis qu'il n'y a pas seulement le système de santé qui est débordé, on voit monter d'une manière fulgurante la pauvreté, les gens n'ont plus d'argent pour vivre. Depuis 5 mois, on sait quel est l'état du travail en Algérie. Un pourcentage très élevé de personnes travaillent au noir ou de manière journalière, ils ne reçoivent pas de salaire. Et ces gens-là, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de familles qui aujourd'hui sont au seuil de la pauvreté ou déjà dans la pauvreté. Heureusement qu'il y a la solidarité familiale, mais ça ne pourra pas tenir très longtemps. Il y a un problème d'absence de liquidité. Où sont passées les liquidités? Ce n'est pas normal que pendant cette crise, il n'y a plus d'argent en circulation. Comment voulez-vous que les pères de famille nourrissent leurs enfants s'il n'y a pas d'argent en circulation? Il y a un défaut d'approvisionnement, il y a des coupures d'eau, il y a une situation très très difficile, pas seulement sanitaire, mais également économique et sociale. On ne peut pas continuer comme ça. Le pays risque dans quelques semaines, peut-être quelques mois, d'aller vers des situations qu'on peut plus gérer. Il faut d'urgence regagner la confiance des citoyens, remobiliser les citoyens. Évidemment, ce n'est pas les généraux qui regagneront la confiance des citoyens, mais un pouvoir élu par les citoyens, légitime et reconnu, qui pourra s'appuyer sur la base populaire qu'il aura portée et qu'il aura élu. Si on ne va pas vers ça, le pays risque d'aller vers des jours à l'aventure. On voit très bien des économies dans les grandes puissances, des économies qui vivent sous le choc de la crise sanitaire, qui ont de l'argent, qui ont injecté des milliers de milliards de dollars chacun dans son économie, et ils savent que le plus dur est à venir. Alors imaginez l'état dans lequel est notre pays. Alors, dernière question, Yahya. Dernière question au sujet du sit-in qui a eu lieu à Paris aujourd'hui, à l'appel de plusieurs organisations, semble-t-il, à Paris. Pourriez-vous nous dire qui a appelé à manifester? Parce qu'il semble que ça a été un sit-in très réussi à Paris. Et nous allons montrer les photos, les images, et je reviens à vous. Yahya, sur ce sit-in, cette manifestation qui a eu lieu à Paris? Yahya? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Comme d'habitude, hein, c'est les collectifs d'associations qui ont appelé à ce rassemblement. Ça a repris à Paris depuis quelques semaines. Tous les dimanches, il y a des mobilisations des citoyens. Le 5 juillet, il y a eu une manifestation grandiose. Et samedi prochain, donc je vous l'annonce, samedi prochain, un rassemblement est prévu, notamment pour les détenus d'opinion, sur le parvis des droits de l'homme, à la place Trocadéro, à partir de 14h, le samedi prochain, pour se mobiliser, pour exiger la libération des détenus. On rappelle que des dizaines de détenus sont encore maintenus en prison, notamment Khaled Rani, qu'on a vu avec l'histoire de Liberté, du journal Liberté, que les violations des libertés. On le voit avec les menaces et les arrestations de petits jeunes qui filment en direct des lives dans les hôpitaux. Donc il faut continuer à se mobiliser pour mettre fin à tout ça et aller vers quelque chose de meilleur pour l'Algérie. Donc la mobilisation se poursuit. Samedi, 14h, Trocadéro, au parvis des droits de l'homme. Merci Yahya Bonouar. Merci à Hassan Mouali, merci à Bassaïd Aïssa, merci à Mohamed Lamine Mernin, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis.
Je ne voudrais pas jouer au Cassandre, comme dit le ministre de la Communication, ni vous alarmer, ni catastropher, comme il dit lui-même, ni être un catastrophiste. C'est un terme nouveau qu'il vient d'inventer. Mais la situation est très grave. Il faut que nous le disions clairement pour que nous tous puissions prendre nos dispositions et surtout, et tout particulièrement, et pour ceux qui le peuvent et pour la diaspora d'une façon générale, pour notre communauté à l'étranger, nous préparer, discuter entre nous, essayer de trouver les voies et moyens pour venir en aide à ceux d'entre nos compatriotes qui n'ont pas les moyens de subsistance suffisants. Ils sont obligés de sortir pour essayer de trouver de quoi vivre. Aujourd'hui, même les gens qui sont bien lotis commencent à trouver des difficultés pour s'approvisionner. Alors imaginez ce qu'est la situation pour des gens qui sont enclavés, qui sont dans des régions où il n'y a rien, où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'argent, où les gens sont réellement dans des situations très difficiles. Le moment est venu de préparer une véritable campagne de solidarité pour ceux des nôtres qui ne sont pas pris en charge par ce régime qui, de toutes les façons, ne sait rien faire. Merci beaucoup. Bqaw ala khair. Bislama.